Je m'appelle Camille Mercier et j'ai enduré 32 ans au sein d'une famille profondément patriarcale. Il y a 3 semaines, après le décès de mes parents, mon frère m'a mise à la porte de la maison familiale. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Papa l'a décidé il y a bien longtemps, les fils héritent de tout. Les filles, elles, n'ont rien. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans cette famille, et ça ne changera pas. » Puis, il a changé les serrures de la maison où j'ai grandi. Cette maison où j'ai passé 2 ans à m'occuper de notre mère mourante pendant qu'il ne lui rendait visite que 3 fois. Cette maison où je lui tenais la main pendant ses séances de chimiothérapie alors qu'il consultait sa Rolex et se plaignait des embouteillages sur la 13. Il a jeté mes affaires sur la pelouse et m'a dit que je n'étais qu'un fardeau. Parce qu'aux yeux de mon père, c'est tout ce qu'une fille pouvait être. Mais voici ce que mon frère ne savait pas. Notre mère avait passé 8 ans à préparer exactement ce moment. 8 ans de rendez-vous secrets avec des avocats, 8 ans à bâtir quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher. Pour comprendre ce que Julien a fait, il faut comprendre la famille Mercier. Mon père, Jean-Pierre Mercier, a bâti sa vie sur une croyance inébranlable, les fils perpétuent le nom et l'héritage, tandis que les filles se marient bien et disparaissent sous le nom d'un autre. Il n'était pas cruel de manière flagrante, non. Il allouait simplement son attention en conséquence. C'était un entrepreneur en bâtiment assez prospère pour nous offrir une grande maison bourgeoise dans la banlieue chic des Yvelines. Un beau quartier, de bonnes écoles, et un atelier dans le garage où il passait ses week-ends avec Julien, lui apprenant à construire des choses pendant que j'aidais maman en cuisine. Ma mère, Hélène, était le centre silencieux de notre foyer. Elle entretenait un jardin de lavande à l'arrière de la maison dont elle s'occupait chaque matin. Elle avait cette façon d'arrondir les angles de mon père, de rendre ses rejets moins personnels. Julien, de 6 ans mon aîné, a absorbé la vision du monde de papa comme une parole d'évangile. Quand il a eu son bac, papa a payé ses études dans une grande école de commerce à Paris. Quand Julien a voulu se lancer dans l'immobilier de luxe, papa l'a mis en contact avec tous les promoteurs qu'il connaissait. Quand j'ai voulu entrer en école d'infirmière, papa a dit « Les filles n'ont pas besoin d'études coûteuses. Tu finiras par te marier de toute façon. » J'ai obtenu des bourses. J'ai cumulé les services dans une brasserie. J'ai payé mes propres études. Et je me souviens, c'était il y a 8 ans, ma mère m'a prise à part un soir, après un énième dîner où papa louait la première grosse vente de Julien tout en ignorant pratiquement mon admission au diplôme d'État. « Je me suis occupée de toi », a-t-elle chuchoté en me serrant la main. Tu ne comprendras pas maintenant, mais je l'ai fait. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais que c'était juste une phrase de mère. Je n'avais aucune idée qu'elle avait passé l'après-midi même avec une avocate nommée Maître Catherine Lefebvre, signant des papiers qui allaient tout changer. Il y a 2 ans, maman a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3. Je me souviens encore de l'appel. J'étais au milieu de mon service à l'EHPAD des Lilas quand mon téléphone a vibré avec le numéro de papa. Il ne m'appelait jamais au travail. Il m'appelait à peine, d'ailleurs. « Ta mère est malade », a-t-il dit. « Tu dois rentrer à la maison. » Pas « Nous avons besoin de toi », juste « Tu dois rentrer. » Comme si c'était mon travail, comme si cela l'avait toujours été. Je suis revenue m'installer dans la semaine. J'ai demandé des gardes de nuit pour pouvoir être avec maman pendant la journée. Les rendez-vous de chimio, les séances de radiothérapie, la lente détérioration que le cancer impose. Mon salaire a chuté de 20%, mais je m'en fichais. C'était ma mère. Julien est venu 3 fois en 2 ans. 3 fois. Chaque visite durait moins d'1 heure. Il arrivait avec ses costumes Hugo Boss, embrassait le front de maman, vérifiait sa Rolex et repartait. Mathilde, sa femme, est venue une seule fois et a passé tout son temps à prendre des photos de la maison, pour les souvenirs, sans presque regarder maman. Papa n'a jamais reconnu ce que je faisais. Dans son esprit, c'était simplement ce que les filles faisaient. Mais maman savait. Elle a commencé à rencontrer quelqu'un 1 fois par mois. Un avocat, disait-elle, pour des papiers d'assurance. Je l'emmenais jusqu'à un cabinet à Paris, je l'attendais dans la voiture, et je la ramenais. Elle semblait toujours plus légère après,
comme si elle avait déposé un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Tu es une fille tellement bien, m'a-t-elle dit un soir alors que je l'aidais à se coucher. Quoi qu'il arrive, Camille, souviens-toi que tu as tout fait correctement. Tu as été là. Ça compte plus que tout. Je pensais qu'elle parlait du cancer. Ce n'était pas le cas. Laissez-moi vous parler de mon frère et de sa femme. Julien et Mathilde vivaient à Boulogne-Billancourt, dans un appartement dont les charges mensuelles coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Mathilde se disait, influenceuse et mondaine, ce qui, d'après ce que je voyais, signifiait qu'elle assistait à des vernissages et postait des photos de ses sacs Chanel sur Instagram. Elle me regardait comme si j'étais une tâche à nettoyer. En fait, non. Elle me regardait comme si elle ne me voyait pas du tout. J'étais le personnel de maison. Un bruit de fond. Camille, a-t-elle dit lors du dernier Noël où maman était assez bien pour cuisiner. Tu n'as jamais pensé à faire quelque chose avec plus d'ascension sociale? Tu ne peux pas changer les protections des personnes âgées toute ta vie. La main de maman s'est crispée sur sa fourchette. Je suis infirmière diplômée d'État, ai-je dit calmement. J'aide les gens. Le rire de Mathilde fut une chose délicate et méprisante. Bien sûr que tu le fais. Mais le moment qui m'a marqué est arrivé plus tard cette nuit-là. J'étais allée à la cuisine pour chercher de l'eau et j'ai entendu Julien et Mathilde dans le couloir. Ne t'inquiète pas pour elle, disait Julien. Papa m'a déjà tout promis. C'est prévu depuis des années. Elle n'aura rien. Elle est juste là pour jouer les infirmières jusqu'à ce que maman soit partie. Ensuite, elle pourra disparaître dans sa petite vie pathétique. Tant mieux, a murmuré Mathilde en retour. On en a besoin, Julien. On en a vraiment besoin. Je suis restée pétrifiée derrière la porte de la cuisine, mon verre d'eau à la main. Quelque chose ne tournait pas rond. Je ne savais pas quoi, mais le désespoir dans la voix de Mathilde ne collait pas avec leur train de vie luxueux, les vêtements de créateurs et leur supériorité affichée. Je suis retournée me coucher en me disant que cela n'avait pas d'importance. Je n'avais aucune idée à quel point cela en aurait. Il y a 6 semaines, ma mère a été déclarée en rémission complète. Je me souviens avoir pleuré dans le cabinet de l'oncologue. 2 ans de peur, à la voir s'affaiblir, et elle avait gagné. Nous sommes allés déjeuner dans son café préféré, et elle a commandé une coupe de champagne pour la première fois depuis son diagnostic. Je veux aller voir ma mère, a-t-elle dit, parlant de grand-mère Suzanne, qui vivait dans une résidence senior en Normandie. Ton père me promet de m'y emmener depuis des mois. Il y a 4 semaines, ils y sont enfin allés. Ils ne sont jamais revenus. Un chauffeur de poids lourd s'est endormi sur la 13. La police a dit que c'était instantané. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas souffert. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si on dit ça pour consoler. J'étais de garde de nuit quand j'ai reçu l'appel. Je me souviens être allée dans la cage d'escalier parce que je ne pouvais plus respirer dans le couloir, et m'être assise sur les marches en béton froid, mon téléphone au sol, la gendarmerie encore en ligne me demandant si j'étais toujours là. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas du trajet retour. Je me souviens seulement de l'odeur du jardin de lavande de maman quand je suis enfin arrivée dans l'allée à 3 heures du matin, et je me suis dit qu'elle ne s'en occuperait plus jamais. L'enterrement a eu lieu 4 jours plus tard. À l'église du quartier, là où mes parents s'étaient mariés. 80 personnes étaient présentes. Julien a fait l'éloge funèbre. Il a parlé de papa pendant 7 minutes. Il a mentionné le nom de maman 2 fois. Et avant même la fin de la réception, alors que je recevais encore les condoléances de gens qui se souvenaient de ma mère bien mieux que mon propre frère, Julien m'a prise à part. On doit parler, a-t-il dit, pour la maison. Les fleurs de l'enterrement étaient encore fraîches quand mon frère m'a informé que je n'avais plus de chez moi. Tu dois vider tes affaires d'ici la fin de la semaine, a dit Julien, la voix assez basse pour que les autres ne l'entendent pas. Nous étions dans le vestibule de l'église, les vitraux projetant des ombres colorées sur son visage. La maison est à moi maintenant. Papa a été clair là-dessus il y a des années. Je l'ai dévisagé. Ma robe noire avait encore un mouchoir coincé dans la manche. Julien, on n'a même pas encore lu le testament.
Le testament n'est qu'une formalité. Il a ajusté sa cravate Hermès, je l'ai remarqué machinalement. Tu sais ce que papa pensait. Les fils héritent. C'est la tradition. Tu devrais me remercier de te laisser une semaine. Te remercier? Le mot est sorti étranglé. Écoute. Il a adouci sa voix pour paraître raisonnable. Je comprends que ce soit dur. Tu vivais là, tu t'occupais des choses, mais c'était ton choix. Tu aurais pu avoir une vraie carrière, une vraie vie. Au lieu de ça, tu as choisi de jouer les gardes malades. Ce n'est pas ma faute. Derrière lui, Mathilde consultait son téléphone, déjà lassée. Ce n'est pas jouer, Julien. Je me suis occupée de maman pendant 2 ans. Pendant que toi quoi? Ses yeux se sont durcis. Pendant que je bâtissais quelque chose, pendant que je réussissais. Ne prétends pas que vider des bassins est la même chose que de diriger une entreprise, Camille. On sait tous les deux ce que tu es. Il a reculé en ajustant ses boutons de manchette. Une semaine, a-t-il dit. Après, je change les verrous. Je l'ai regardé retourner vers Mathilde, je l'ai vu lui sourire. Je les ai regardés partir sans dire au revoir à personne. C'était lundi. Il n'a même pas attendu une semaine. Le mercredi soir, 2 jours après les funérailles, je suis rentrée du travail à 19h. Épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec ma garde. Le deuil fait ça. On a l'impression de bouger dans l'eau. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai réessayé, confuse, pensant que le froid avait peut-être bloqué le mécanisme. Mais non, la serrure avait été changée. Le verrou de sécurité aussi. Je suis allée vers le garage. Mes affaires, mes vêtements, mes livres, la boîte de recettes de maman qu'elle m'avait donnée, tout ce que je possédais avait été jeté dans des cartons de déménagement et empilé contre le mur. La pluie de l'après-midi avait traversé 2 d'entre eux. Mon diplôme d'infirmière était gondolé et trempé. À travers la fenêtre, je pouvais voir Mathilde marcher dans le salon, un verre de vin à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle m'a vu. Elle a souri, a levé son verre dans un petit toast et s'est détournée. J'ai appelé Julien. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme s'il attendait. La maison est légalement à moi, a-t-il dit, sans même faire semblant de s'excuser. Mon avocat l'a vérifié. Le patrimoine de papa, la maison de papa, la décision de papa. Tu as 24 heures pour dégager tes cartons avant que je ne les fasse enlever. Julien, j'ai grandi ici. Et maintenant, tu n'y habites plus. C'est la vie, Camille. Si tu avais fait quelque chose de ta vie, tu ne serais pas sous la pluie en ce moment. J'ai raccroché parce que je ne pouvais plus parler sans exploser. Je me suis assise sur l'herbe mouillée à côté de mes cartons et j'ai serré la seule chose qui n'était pas abîmée, la montre Kelton de maman, rangée dans ma poche depuis que l'hôpital m'avait rendu ses effets personnels. C'est là que j'ai trouvé la lettre. Elle était dans un carton d'affaires de maman que Julien avait dû prendre pour des déchets. Ses gants de jardinage, quelques vieilles photos, et une enveloppe de couleur crème avec mon nom écrit de sa main. Pour Camille, quand le moment viendra. Je ne l'ai pas ouverte sur la pelouse. Je ne pouvais pas. À la place, j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais penser, Diane, l'infirmière en chef des Lilas, qui était ma mentor depuis 3 ans. Elle est arrivée avec sa Peugeot dans les 30 minutes. Monte, a-t-elle dit sans poser de questions. Tu restes chez moi ce soir et demain, et aussi longtemps qu'il le faudra. Son appartement était petit, à Nanterre, mais c'était chaud et sec. Et quand elle m'a tendu une tasse de thé et une couverture, j'ai enfin craqué. Plus tard, quand j'ai pu respirer à nouveau, j'ai ouvert la lettre de maman. Son écriture était tremblante. Elle avait dû l'écrire pendant sa chimio. Ma chérie, ma Camille, si tu lis ceci, c'est que ce que je redoutais est arrivé. Ton père et ton frère t'ont montré exactement qui ils sont. Je veux que tu saches que je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Je n'ai pas pu changer ton père. Dieu sait que j'ai essayé, mais j'ai pu te protéger. Contacte Maître Catherine Lefebvre à Paris. Elle a tout ce dont tu as besoin. Tous les papiers,
Tous les arrangements, tout ce que je n'ai pas pu te donner de mon vivant. Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime plus que la lavande, le soleil et tout ce qu'il y a de bon sur terre. Maman. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les mots ne fassent sens. Puis j'ai appelé le numéro en bas de la page. Le cabinet Lefebvre occupait un immeuble haussmannien près de la place de l'Étoile, le genre d'endroit avec du parquet ancien qui craque et des plaques en laiton. Je me sentais déplacée dans ma tenue de travail propre, mais l'assistante de maître Lefebvre m'a souri et m'a conduite dans un bureau tapissé de livres de droit. Catherine n'était pas ce à quoi je m'attendais. La cinquantaine élégante, des cheveux gris parfaitement coiffés, un tailleur anthracite, mais ses yeux étaient chaleureux quand elle m'a serré la main. « Camille » a-t-elle dit, « j'attendais votre appel. Votre mère me parlait de vous constamment. Cela a failli m'achever. Elle m'a laissé une lettre. Elle a dit que vous aviez des papiers. » Catherine a désigné un siège. « C'est exact. Votre mère et moi avons travaillé ensemble pendant 8 ans, Camille. C'était l'une des clientes les plus prévoyantes que j'ai jamais représentées. 8 ans ? C'était exactement le moment où maman m'avait chuchoté ces mots après mon admission en école d'infirmière. Votre mère connaissait les intentions de votre père, a dit Catherine avec précaution. Elle savait que Julien hériterait de tout ce que Jean-Pierre contrôlait, et elle ne pouvait pas changer cela. Elle ne pouvait pas le changer lui, mais elle pouvait contourner ses plans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Catherine a croisé les mains. Cela signifie que votre mère a pris des dispositions qui existent entièrement en dehors de la succession de votre père. Des dispositions que Julien ignore, et que votre père ignorait aussi. La pièce semblait soudain plus petite. Quel genre de dispositions ? Celles que vous découvrirez lors de la lecture officielle des testaments la semaine prochaine. Les testaments de vos 2 parents doivent être lus ensemble. Elle a marqué une pause. Mais je veux que vous me fassiez confiance d'ici là. Pouvez-vous faire ça ? Quoi que dise Julien, quoi qu'il menace, ne réagissez pas. Ne signez rien. Attendez simplement. Pourquoi ? Son sourire était presque tendre. Parce que votre mère est sur le point d'avoir le dernier mot. 3 jours avant la lecture, Julien m'a appelé. Il était 22 heures. J'étais assise dans la cuisine de Diane, essayant de lire sans comprendre un mot. Son nom sur l'écran m'a noué l'estomac. Camille. Sa voix était amicale, ce qui était presque pire que son hostilité. J'ai réfléchi cette situation, ce conflit entre nous, ce n'est bon pour personne. Tu m'as jeté de chez moi 2 jours après l'enterrement, Julien. Je sais. J'aurais pu mieux gérer ça. Il avait l'air sincèrement désolé. C'est pour ça que j'appelle. Je veux arranger les choses. J'ai attendu. J'ai préparé un accord simple, a-t-il continué. Tu signes une renonciation à contester la succession, et en échange, je te donne 10 000 € en liquide. Assez pour t'installer quelque part de sympa. 10 000 €. Pour une vie passée à s'entendre dire que j'étais moins que rien. Pour 2 ans à soigner notre mère alors qu'il n'était venu que 3 fois. Pour chaque mépris, chaque insulte. Non, ai-je dit. Camille, sois raisonnable. Tu n'obtiendras rien devant un tribunal. Le testament de papa est limpide. Tu ne feras que dépenser de l'argent en avocat pendant des mois. Prends l'argent. Prends un nouveau départ. Non, Julien. On se voit chez le notaire pour la lecture. Sa voix s'est durcie instantanément. Tu fais une erreur. Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu vas sortir de cette pièce avec rien, moins que rien, et tu regretteras de ne pas avoir pris cette offre. C'est mon choix. Très bien, a-t-il craché. Mais souviens-toi que j'ai essayé d'être généreux. Ce qui va se passer maintenant est ta faute. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone avec les mains tremblantes. Puis j'ai fait exactement ce que Catherine m'avait dit de faire. La lecture était prévue un jeudi à 14 h au cabinet. La salle de conférence avait une table en acajou assez longue pour 12 personnes, bien que nous ne soyons que 6. Julien, Mathilde, moi,
Catherine Lefebvre, son assistante, et à la surprise visible de Julien, ma grand-mère Suzanne. Le sourire de Julien s'est crispé quand Suzanne est entrée. « Je ne savais pas que tu venais. » Grand-mère Suzanne avait 82 ans et l'esprit plus vif que la plupart des gens de la moitié de son âge. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux argentés étaient épinglés, et son saphir brillait à son doigt. « On m'a demandé d'être ici », a-t-elle dit simplement en s'asseyant à côté de moi. « Par ma fille. » Julien et Mathilde ont échangé un regard. « Eh bien », a dit Julien, retrouvant son assurance. « Plus on est de fous, plus on rit, j'imagine. Bien que je ne vois pas pourquoi on complique les choses. » Les volontés de papa étaient claires. Catherine a pris sa place en bout de table. Avant de commencer, je dois préciser que nous allons lire 2 testaments aujourd'hui. Celui de Jean-Pierre Mercier et celui d'Hélène Mercier. Ce sont 2 documents distincts avec des dispositions différentes. 2 testaments ? Mathilde a froncé les sourcils. Pourquoi ça compterait ? Tout était en compte joint. L'expression de Catherine est restée neutre. Pas tout, il s'avère. J'ai senti la main de Suzanne chercher la mienne sous la table. Julien a ajusté sa Rolex. Bon, finissons-en. Lisez celui de papa d'abord. Catherine a ouvert le premier dossier. Très bien. Dernière volonté de Jean-Pierre Allan Mercier, datée d'il y a 14 mois. La pièce est devenue silencieuse. C'était le moment. Le testament de papa était exactement ce que Julien attendait. Catherine a lu les clauses habituelles avant d'arriver à la répartition des biens. À mon fils, Julien Robert Mercier, je lègue 70% de mes actifs personnels, incluant mon véhicule, mes outils et équipements d'atelier, et ma part de tous les comptes financiers détenus conjointement avec mon épouse. Julien a hoché la tête lentement, la satisfaction se lisant sur son visage. À ma fille, Camille Hélène Mercier, je lègue 30% de mes actifs personnels restants. 30% des actifs restants, a murmuré Mathilde en faisant le calcul. Après les dettes et les frais, donc pratiquement rien. Ce n'est pas, j'ai commencé. C'est bon, a coupé Julien, magnanime. Les comptes de papa totalisaient environ 80 000 €. Tu auras quelque chose, Camille. Peut-être 20 000 € une fois que tout sera réglé. Il m'a souri comme s'il me faisait une faveur. C'est plus que ce que je pensais que papa te laisserait. Honnêtement, Julien, a dit Suzanne calmement. Tu devrais laisser l'avocate finir. Qu'est-ce qu'il reste à finir ? Il s'est calé dans son fauteuil. La maison était à papa. L'argent était à papa. Je suis l'héritier principal. Camille a un prix de consolation. Mathilde a sorti son téléphone, préparant sans doute déjà un post sur son héritage. En fait, a dit Catherine, sa voix coupant la satisfaction de Julien. Il reste beaucoup à discuter. Le testament de Jean-Pierre ne représente qu'une fraction du patrimoine total de vos parents. Patrimoine total ? L'assurance de Julien a vacillé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Catherine a fermé le premier dossier et ouvert le second. Le patrimoine de votre mère est distinct et nettement plus important que celui de votre père. La pièce s'est figée. Julien a cessé de sourire. Attendez, a-t-il dit en levant une main. Maman n'avait pas de patrimoine propre. C'était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa. Ce n'est pas exact, a dit Catherine calmement. Si, c'est exact. Je connais ma propre famille. Julien s'est levé. Quoi que vous alliez lire, quel que soit le petit compte d'épargne que maman aurait pu avoir, ça ne change rien. Papa a été clair pendant des décennies. Le fils hérite. La fille prend ce qu'on lui donne et dit merci. Il s'est tourné vers moi, le venin était de retour. C'est ce que je voulais éviter, Camille. Cet embarras. Tu es assise là à espérer que maman t'ait laissé quoi ? Ses bijoux ? Ses recettes de cuisine ? Ça n'a pas d'importance. La maison est à papa. L'argent est à papa. Et tu es toujours la même personne que tu as toujours été. Julien, a dit Suzanne, la voix basse et menaçante.
Il l'a ignoré. J'espère que tu aimeras être à la rue, Camille. Parce que je me suis assurée que tu n'aies rien pour te retourner. Pas de maison, pas de soutien familial, rien. Peut-être que la prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois avant de, Monsieur Mercier. La voix de Catherine était glaciale. Asseyez-vous. L'ordre était si inattendu que Julien a obéi, retombant sur sa chaise. Je comprends que vous ayez des opinions sur la répartition des biens, mais nous sommes dans une procédure légale, pas une dispute familiale. Le testament de votre mère contient des clauses spécifiques qui annulent vos suppositions. Si vous m'interrompez encore une fois, je vous demanderai de sortir. Mathilde a attrapé le bras de Julien, lui murmurant quelque chose. Catherine a repris le deuxième dossier. Et maintenant, nous traitons le cas du patrimoine d'Hélène Mercier, incluant la partie finale que votre mère a spécifiquement demandé de lire à haute voix. Pendant un instant terrible, j'ai douté de tout. Les mots de Julien résonnaient. Maman était une femme au foyer. Et si Julien avait raison? Et si la lettre, l'avocate, n'était que des tentatives d'une mère pour consoler une fille délaissée? J'ai regardé la montre Kelton à mon poignet. Elle aurait pu s'offrir mieux, je le savais maintenant. Mais elle portait celle-ci tous les jours. Mathilde chuchotait à Julien, elle a sûrement juste une petite assurance vie. Quelques milliers d'euros. Rien qui change notre situation. Notre situation? La phrase a attiré mon attention. Quelle situation? Suzanne a serré ma main plus fort. Camille, a-t-elle murmuré. Ta mère était la femme la plus intelligente que j'ai élevée. Fais-lui confiance. Je suis prête, ai-je dit. Julien a ricané. Catherine a ouvert le dossier et sorti plusieurs documents officiels, avec des sceaux et des tampons notariaux. Dernière volonté et testament d'Hélène Suzanne Mercier, a-t-elle commencé. Mis à jour il y a 18 mois. La testatrice a été évaluée par un psychiatre expert et déclarée pleinement capable de signer ce document. Elle a regardé Julien. Le premier point est une lettre que Madame Mercier a demandé de lire à l'Assemblée. Julien s'est agité. Il y a 18 mois, elle était en pleine chimio. Son jugement était altéré. J'avais anticipé cette objection, a répondu Catherine. C'est pourquoi j'ai l'évaluation psychiatrique confirmant sa pleine capacité cognitive. J'ai aussi un enregistrement vidéo de la signature. Votre mère ne voulait aucune ambiguïté. La vidéo dure 32 minutes et est disponible si quelqu'un souhaite contester sa santé mentale. Mathilde fixait la clé USB sur la table comme si c'était une bombe. C'est très complet, a bafouillé Julien. Votre mère était une femme méticuleuse. Maintenant, la lettre. Elle a soulevé une page manuscrite sur du papier crème. À mes enfants, a lu Catherine. Si vous entendez cette lettre, c'est que je suis partie et que le moment que je redoutais est arrivé. Ma gorge s'est serrée. Je vous aime tous les deux. Mais l'amour ne me rend pas aveugle. Julien s'est figé. Pendant 35 ans, j'ai vu votre père privilégier Julien de manière qu'il ne reconnaissait même pas comme du favoritisme. C'était simplement sa vision du monde. Les fils comptent. Les filles servent. Je n'ai pas pu le changer. Croyez-moi, j'ai essayé. Catherine a marqué une pause. Continuez, a dit Julien, les dents serrées. Quand Camille est née, continuait la lettre, Jean-Pierre a dit, peut-être que la prochaine fois, on aura un autre garçon. J'ai serré ma fille dans mes bras et je lui ai promis silencieusement qu'elle ne serait jamais une prochaine fois pour moi. Je l'ai vue grandir, travaillant 2 fois plus pour la moitié de la reconnaissance. Je l'ai vue payer ses propres études pendant que Julien recevait tous les avantages. Je l'ai vue venir s'occuper de moi pendant les 2 pires années de ma vie. Changeant mes draps, me tenant la main, me chantant les chansons que je lui chantais quand elle était bébé. Julien est venu 3 fois. 3 fois en 2 ans. Je n'écris pas ceci pour condamner mon fils, mais pour expliquer mes choix. Les biens que je laisse à Camille ne sont pas une récompense. Ce n'est pas du favoritisme. C'est l'équilibre que je n'ai pas pu instaurer de mon vivant. C'est ce qui lui a toujours été dû.
Mathilde a laissé échapper un petit cri étouffé. Si Julien entend ceci et ressent de la colère, je le comprends, mais je lui demande de réfléchir. Pourquoi se sent-il légitime à tout avoir? Qui lui a appris cela? Et qu'a-t-il fait pour le mériter, à part n'être garçon? Le visage de Julien était livide. La lettre se termine par « Camille, ma chérie, tu n'es jamais un fardeau. Tu es mon cœur. Vis bien, sois heureuse, et ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas chaque bonne chose. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. » Le silence était absolu. Suzanne m'a tendu un mouchoir. « Maintenant, » a dit Catherine, « discutons de ce que votre mère vous a réellement laissé. D'abord, la maison. » Julien s'est redressé. La maison fait partie du patrimoine de papa. Elle a toujours été à son nom. En fait, non. Catherine a fait glisser un document sur la table. Il y a 5 ans, vos parents ont effectué un transfert de propriété. Le bien situé au 127 allée des Érables a été transféré de la copropriété au nom propre d'Hélène Mercier. Quoi? Julien a saisi le papier. Pourquoi papa aurait accepté ça? Pour une protection contre les créanciers. Votre père faisait face à une menace de procès d'un client mécontent à l'époque. Mettre la maison au nom de votre mère la protégeait de toutes ses liées à son entreprise. C'est une stratégie classique. Je n'ai jamais entendu parler de procès. Cela a été réglé à l'amiable, mais le titre de propriété est resté au nom de votre mère. La propriété, estimée à environ 650 000 €, appartenait uniquement à votre mère. Mathilde a changé de couleur. Mais ça veut dire que votre mère avait toute autorité pour la léguer à qui elle voulait. Et elle vous a choisi, Camille. Non. Julien a secoué la tête. C'est une erreur. Papa a toujours dit, ton père croyait ce qu'il voulait croire, a dit Suzanne d'un ton sec. Hélène lui a dit que le transfert était temporaire. Elle ne l'a jamais rechangé et il n'a jamais vérifié. Je fixais l'acte de propriété, la signature de ma mère en bas. La maison où Julien m'avait jeté était à moi. Elle l'avait toujours été. De plus, a continué Catherine comme si elle n'avait pas lâché une bombe, il y a la question des contrats d'assurance vie et des dons. Quoi encore? Julien avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Il y a 8 ans, votre mère a ouvert plusieurs contrats avec Camille comme seule bénéficiaire. En droit français, l'assurance vie est hors succession. Il y a aussi un capital placé venant de votre grand-mère. Toi. Julien s'est tourné vers Suzanne. Tu lui as donné l'argent? Suzanne n'a pas scié. J'ai donné à ma fille de l'argent qui m'appartenait. Ce qu'elle en a fait était son affaire. Le montant total des placements, incluant les intérêts cumulés sur 8 ans, a dit Catherine en consultant ses notes, s'élève à environ 1,2 million €. Mathilde a fait un bruit de suffocation. 1,2 million, a répété Julien. C'est exact. Et comme ce sont des fonds propres venant de dons de Madame Whitfield, cela n'a jamais fait partie de la communauté de biens de vos parents. Cela appartient à Camille. Je ne pouvais pas intégrer ce chiffre. Ma mère, qui portait une montre bon marché et cultivait ses légumes, m'avait construit une fortune en silence. C'est une fraude, a hurlé Julien. Papa ne savait pas. Le fait que votre père sache ou non est sans importance, a dit Catherine. Votre père n'avait aucun droit sur cet argent, et vous non plus. Il y a un dernier actif, a ajouté Catherine. Mathilde agrippait le bras de Julien, les doigts blancs. Votre mère avait une assurance vie supplémentaire de 500 000 €. La bénéficiaire désignée est Camille Mercier, uniquement. Maman avait une assurance vie. Je ne savais rien. Elle avait payé les primes avec son propre argent de poche et ses cadeaux d'anniversaire pendant des années. Mais je suis son fils, a crié Julien, la voix brisée. Je suis l'aîné. Elle ne peut pas ne rien me laisser. Elle ne vous a pas laissé rien, monsieur Mercier. Catherine a sorti une dernière page. Le testament de votre mère spécifie que vous recevez ses effets personnels, les albums photos, sa collection de bijoux et une lettre qu'elle a écrite pour vous. Une lettre?
Julien a ri jaune. Elle laisse des millions à Camille et j'ai une lettre? Je ne veux pas de ces bijoux. Julien a frappé la table. Mathilde a sursauté. Je veux ce qu'on m'a promis. Ce que j'ai gagné. Ce que tu as gagné? J'ai parlé avant de pouvoir m'arrêter. Tu as rendu visite à maman 3 fois en 2 ans, Julien. 3 fois. Tu m'as dit que je n'étais qu'un fardeau alors que je lui tenais la main pendant sa chimio. Qu'est-ce que tu as gagné exactement? Il m'a dévisagé. J'ai soutenu son regard. Résumons les chiffres, a dit Catherine avec une pointe de satisfaction professionnelle. Je conteste tout. Julien s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer. Maman n'était pas saine d'esprit. La chimio, les médicaments, Catherine est restée calme. Comme je l'ai dit, nous avons les preuves psychiatriques et vidéo. Votre mère a même anticipé votre contestation dans la vidéo et explique pourquoi elle échouera. De plus, l'assurance vie et les dons manuels sont juridiquement inattaquables dans ce contexte. Vous n'avez aucune base légale. Julien, a dit Suzanne. Ta mère n'a pas fait ça par méchanceté. Elle l'a fait parce qu'elle savait que sans protection, Camille n'aurait rien. Et Camille méritait mieux que rien. Julien s'est tourné vers sa grand-mère, le visage déformé. Tu l'as aidé à me rayer de la carte. J'ai aidé une mère à protéger sa fille, a-t-elle répondu. Ce que n'importe quelle mère ferait. Julien n'a pas trouvé de réponse. Mathilde a craqué la première. C'est dément, a-t-elle crié. Elle est infirmière. Elle torche des vieux pour vivre. Et elle récupère 2 millions pendant que vous quoi? A demandé Catherine doucement. Mathilde a ouvert la bouche puis l'a refermée. Elle en avait trop dit. Eh bien, vous allez probablement perdre votre appartement à Boulogne, a dit Suzanne d'une voix calme. Tu pensais qu'on ne savait pas pour tes investissements ratés, Julien? La perte de 400 000 euros? Les avis d'expulsion? Julien est devenu livide. Comment, Hélène savait, a dit Suzanne. Elle savait pour tes dettes, ton désespoir. Elle savait que tu comptais sur cet héritage pour te renflouer. C'est pour ça qu'elle s'est assurée que tu ne touches pas à ce qu'elle a bâti pour Camille. J'ai regardé mon frère. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu tel qu'il était. La Rolex, le costume Hugo Boss, la BMW sur le parking, tout n'était qu'une façade. Un échafaudage construit sur des dettes et l'espoir que l'argent des parents viendrait le sauver. Tu comptais tout prendre, ai-je dit lentement. Pas parce que tu le méritais, mais parce que tu te noies. Je ne me noie pas. A aboyé Julien. J'ai eu un revers, c'est tout. Un revers que l'héritage de papa aurait dû effacer, ai-je terminé. Sauf que le patrimoine n'était pas ce que tu croyais. Mathilde s'est effondrée sur sa chaise. Tu as passé ta vie à t'entendre dire que tu méritais tout, ai-je ajouté. Et tu n'as jamais pris la peine de te demander si c'était vrai. Julien n'a pas répondu. Je veux m'arrêter ici un instant. Je sais que certains d'entre vous se demandent, pourquoi Mathilde dirait ça tout haut? Pourquoi révéler leurs problèmes financiers? La réponse est la peur. Quand ce sur quoi vous comptiez disparaît, l'instinct de survie prend le dessus. On ne pense plus aux apparences. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner, car nous arrivons à la fin et il reste une dernière chose à dire. Catherine a attendu que le calme revienne. Pour le compte rendu, a-t-elle dit. Permettez-moi de résumer les actifs passant à Camille Mercier. De la part de sa mère, la maison, estimée à 650 000 euros. Des placements et dons, 1,2 million d'euros. De l'assurance vie, 500 000 euros. Et de la part de son père, 30% des liquidités, soit environ 24 000 euros. Le chiffre flottait dans l'air. 2,374 millions d'euros. Ma mère, avec sa montre Kelton, m'avait laissé près de 2,5 millions d'euros. Julien a fait un bruit étrange. Il agrippait le bord de la table, les jointures blanches. Il a essayé de se lever, puis ses yeux ont révulsé et il s'est effondré. Sa tête a heurté le bord de la table en tombant. Mathilde a hurlé.
L'assistante de Catherine appelait déjà les secours. Je suis restée figée, regardant mon frère inconscient sur le tapis d'un cabinet d'avocat, terrassé par des chiffres sur une page. Il respire, a rapporté l'assistante. C'est juste un malaise. Suzanne a serré ma main. Ta mère serait fière de toi, a-t-elle chuchoté. Pas pour l'argent, mais pour celle que tu es devenue malgré tout ça. Les pompiers ont dit que c'était une syncope due au choc. Rien de grave. 20 minutes plus tard, Julien était assis, pâle, Mathilde tournant autour de lui. Il m'a regardé. Tu savais, a-t-il dit d'une voix rauque. Tu savais tout. Je ne savais rien. Pas avant quelques jours, et certainement pas pour les montants. Mais tu te doutais. Tu restais là avec ton air innocent, je savais que maman m'aimait, ai-je répondu calmement. C'est tout ce que je savais de certain. Son rire était amer. Et moi non. Elle ne m'aimait pas. Je pense qu'elle t'aimait, ai-je dit lentement. Je pense qu'elle aimait celui que tu aurais pu être. Mais elle a vu celui que tu as choisi de devenir. Mathilde a serré l'épaule de Julien. On doit y aller. On doit trouver une solution. Quelle solution ? A craqué Julien. Comment payer le crédit ? Comment dire à la banque qu'on n'a rien ? Il m'a regardé avec supplication. Camille, tu dois m'aider. On est de la même famille. Les mots sont restés en suspens. Famille. 3 visites en 2 ans. Tu n'es qu'un fardeau. Julien, ai-je dit. Tu m'as mise dehors avant même que les fleurs de maman ne fanent. Tu as essayé de m'acheter pour 10 000 €. Je ne vais pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Tu dois comprendre, a-t-il crié. J'étais stressée. La pression. Je ne pensais pas la moitié de ce que je disais. Alors qui es-tu, Julien ? Parce que je te connais depuis 28 ans et je n'ai jamais vu personne d'autre. Il a tressailli. Je ne vais pas te laisser devenir sans abri, ai-je dit. Je ne suis pas cruelle. Mais je ne vais pas non plus éponger tes dettes après la façon dont tu m'as traité. Alors quoi ? Tu pars avec tes millions et j'ai rien ? Tu as exactement ce que tu as gagné. J'ai pris mon sac, le même vieux sac en cuir que je portais pendant mes études. Tu assumes les conséquences de tes choix, comme j'assume enfin les conséquences des miens. Mathilde a voulu parler, mais j'ai levé la main. Si vous voulez me contacter, passez par Catherine. Mais pour une relation personnelle ? J'ai regardé cet homme avec qui j'avais grandi. Ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Et honnêtement, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Maman t'aimait, ai-je dit en partant. Mais elle m'aimait assez pour me protéger de toi. C'est ça la différence. Je n'ai pas attendu sa réponse. Suzanne m'a suivi dans le couloir. Attends, a-t-elle dit. Elle a sorti un petit écrin bleu marine de son sac. Ta mère voulait que tu aies ça. Elle m'a demandé de te le donner après la lecture. À l'intérieur se trouvait sa bague en saphir. Grand-mère, je ne peux pas, elle était à moi, a-t-elle corrigé. Je l'ai donnée à ta mère le jour de son mariage, et elle me l'a rendue quand elle a su qu'elle allait mourir, pour que je te la donne au bon moment. Je l'ai glissée à mon doigt. Elle allait parfaitement. Il y a autre chose que tu dois savoir, a dit Suzanne. Hélène voulait quitter ton père il y a des années, bien avant ta naissance. Mais elle est tombée enceinte de Julien, et elle est restée. Elle est restée pour vous. Je ne savais pas. Personne ne savait. Elle a fait de son mieux. Mais elle a toujours regretté de ne pas avoir pu t'offrir une enfance différente. Les placements, l'assurance, c'était sa façon de te donner la liberté qu'elle n'a jamais eue. La liberté de t'éloigner de ceux qui ne te respectent pas. J'ai serré cette petite femme dans mes bras. Merci, ai-je chuchoté. Ne me remercie pas. Vis ta vie, Camille. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Derrière nous, j'ai entendu Julien et Mathilde sortir, leur voix basse et tendue. Je n'ai pas regardé en arrière. 1 mois plus tard, j'étais dans le bureau d'un conseiller financier. Voici ma recommandation, a-t-elle dit.
On garde le capital investi. Tu ne pioches que ce dont tu as besoin. On rembourse tes prêts étudiants immédiatement. Et tu continues à travailler. Continuer à travailler? Je pensais qu'elle me suggérerait de voyager, de faire des folies. Tu aimes ton métier, a-t-elle dit simplement. L'argent ne doit pas changer qui tu es. Il doit juste te donner des options. C'est ce que j'ai fait. J'ai remboursé mes dettes. J'ai gardé mon poste à l'EHPAD, mais je suis passée en horaire de jour. Je suis restée chez Diane encore un mois avant de décider quoi faire de la maison. C'était compliqué. C'était là où Julien m'avait jeté, mais c'était aussi là où maman avait cultivé sa lavande. Lula, a suggéré Diane. Laisse-la s'autofinancer pendant que tu réfléchis. Rien ne presse. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, rien ne pressait. 3 mois après la lecture du testament, grand-mère m'a appelé. Julien a dû vendre l'appartement de Boulogne. Mathilde a demandé le divorce la semaine dernière. Elle se présente déjà sur Instagram comme une survivante d'abus financiers narcissiques. J'ai presque ri. Est-ce qu'il va bien? Il vit dans un studio à Nanterre. Il travaille toujours dans l'immobilier, mais plus dans le luxe. La Camille d'il y a 3 mois aurait ressenti de la satisfaction. La nouvelle Camille ressentait juste de la fatigue. Je ne lui souhaite pas de mal, ai-je dit. Je suis allée à la maison ce week-end-là. Le jardin de lavande avait survécu à l'hiver. De nouvelles pousses vertes apparaissaient. La vie. Têtue et persistante. Suzanne était avec moi. Elle a planté ce jardin l'année de ta naissance, m'a-t-elle confié. Elle disait que la lavande protégeait et purifiait. Elle voulait que de bonnes choses poussent autour de toi. J'ai ouvert la porte. Ma clé fonctionnait. La maison était silencieuse. J'ai trouvé un petit album photo dans sa chambre que je n'avais jamais vu. Des photos de moi, de ma naissance à mon diplôme. Sur la première page, pour ma fille la plus courageuse. J'ai serré l'album contre moi et j'ai enfin pleuré. Pas de tristesse, mais de gratitude. 6 mois plus tard, je me suis inscrite à une formation de cadre de santé. Je pouvais enfin me l'offrir sans compter. Ma mère ne m'a pas seulement donné de l'argent. Elle m'a donné la permission de croire que je le méritais. J'ai beaucoup réfléchi à Julien. Mon frère a grandi en s'entendant dire qu'il était spécial simplement parce qu'il était un homme. Il n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit. Il n'a jamais développé d'empathie. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'illégitimité. Une fois que c'est là, c'est presque impossible à désapprendre, car admettre qu'on n'est pas spécial reviendrait à admettre que toute notre identité est un mensonge. Julien n'est pas un monstre. C'est le produit d'un système. Ma responsabilité est envers moi-même maintenant. Vivre la vie que maman voulait pour moi. Mettre des limites. Se souvenir que s'éloigner des personnes toxiques n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Cette histoire me touche profondément car elle met en lumière une réalité encore trop présente dans de nombreuses familles, le poids des traditions patriarcales et l'injustice flagrante dans la répartition de l'affection et des biens. On voit ici comment le silence d'une mère peut devenir sa plus grande force, une stratégie de protection silencieuse bâtie sur des années de résilience. La fin nous rappelle que la véritable richesse n'est pas seulement le chiffre sur un compte bancaire, mais la liberté de pouvoir enfin dire non à ceux qui nous ont rabaissés. Camille a transformé sa douleur en une nouvelle fondation pour sa vie, prouvant que la valeur d'une personne ne se mesure pas au titre de son métier, mais à sa capacité à rester présente pour ceux qu'elle aime. C'est une magnifique leçon de justice poétique et de courage féminin qui montre que le bien finit souvent par triompher de l'arrogance. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la mère a eu raison de cacher ses plans pendant 8 ans pour protéger Camille, ou aurait-elle dû confronter son mari et son fils de son vivant? Avez-vous déjà vécu une situation d'injustice familiale similaire? Partagez vos réflexions en commentaire, j'ai hâte de vous lire.